Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. On continue cette fois le deuxième chapitre de comment ça s'appelle Dragon Force, les tréfonds de Drisma, qui est le spin-off de l'histoire principale de Dragon Force. Voilà, qui raconte des événements un peu aléatoires sur les personnages. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enfance d'un certain antagoniste, voilà, qui était bien choquant dans Dragon Force. Ce mec s'appelle Théodore, voilà. Donc, allons voir ça. Voilà, donc né pour tuer, voilà. Born for kill. Ouais, voilà, né pour tuer, ouais, c'est... Ouais, le petit Théodore, là, c'est... Ouais, c'est... Merde. Donc, il fait 28 minutes. Bon, bah, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Là, il est 14h34, donc je vais continuer ça. Alors, né pour tuer. Dans les profondeurs de la Terre, il existait une civilisation recluse vivant dans les souterrains. Cela pour une raison bien précise, se protéger du monde extérieur. Cette idée était venue d'un jeune réfugié humain en quête d'un abri. Il s'appelait Félix et ses parents s'étaient un jour fait atrocement assassiner par les opposants d'un conflit qui faisait rage nommé la guerre des châtiments. Pourtant, cette famille espérait que cet affrontement cesse et les parents avaient promis à leur enfant un avenir meilleur. Il était presque impossible d'y échapper sans devoir entrer dans la bataille. Celle-ci opposait les êtres humains et les Santiques. Ils étaient deux espèces bien distinctes et avaient à cette époque une profonde haine l'un pour l'autre. Mais cette hostilité était principalement due au comportement égoïste des êtres humains qui réduisaient les Santiques en esclavage pour assouvir leur sadisme. Pour assouvir à leur sadisme. Également, les hommes les massacraient pour ensuite se procurer leurs cornes et leurs ailes dans le but de les collectionner comme des trophées ou de les revendre à des prix d'or. En somme, les humains prenaient les Santiques pour des membres d'une espèce inférieure à la leur. Et tout cet asservissement avait eu pour effet d'engendrer une guerre déclenchée par les Santiques encore libres qui s'étaient battus en retour. Pour en revenir au jeune Félix maintenant indépendant, il avait parvenu à s'enfuir de l'attaque contre ses parents et s'était par la suite longuement caché de la lutte qui ne dura seulement quelques mois. Quand il redécouvrit le monde, il réalisa que ses congénères étaient inexistants et comprit que les Santiques avaient remporté cette guerre sanglante. Fou de rage, le garçon solitaire eut un objectif de vie: réduire à néant tous les Santiques qui ont ôté la vie de ses semblables, quel qu'en soit le prix. À l'âge de 10 ans, le survivant avait confectionné ses premières armes et avait réussi à abattre les Santiques les plus faibles qu'il croisait. Mais heureusement pour Félix qui commençait à entrer dans l'adolescence, il fit la rencontre de quelques humains qui vivaient dans la peur de la guerre et il avait parvenu à les encourager à prendre leur revanche sur la guerre des châtiments. Au fil des années, ils formèrent un clan qui s'agrandissent peu à peu et Félix était considéré comme le chef même s'il était le membre le plus jeune du groupe. Puis quand il eut 20 ans, Félix avait construit une colonie à l'aide de nombreux rescapés. Il la nomma simplement la colonie refoulée. Elle était située au plein milieu de la région de Subsaris, à une cinquantaine de mètres sous terre. Au départ, elle n'était composée que d'un quartier entouré d'une dizaine de maisons en bois. Mais la colonie souterraine s'était développée petit à petit. À 32 ans, Félix eut un enfant. Il le prénomma alors Théodore. Ok, donc maintenant on a la confirmation que Félix, pas le chat, hein, l'humain dans Dragon Force, hein, c'est le père de Théodore. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Voilà, donc il eut un enfant, il le prénomma Théodore. Dès que ce dernier était venu au monde, Félix prit immédiatement son enfant dans ses bras, euphorique, sans se soucier de sa conjointe qui venait d'accoucher à l'instant. Ah merde, d'accord, donc ça y est, ils ont coupé la césarienne et hop, le père il prend dans ses bras avant la mère. C'est quelque chose, c'est ouais, c'est même pas ils le font à deux, c'est ils le prennent à deux dans les bras et d'abord sur la mère.
Mais non, c'est le père, il prend direct dans ses... Ah ouais, bon, bah d'accord. Ok. Pendant son enfance, Théodore était un garçonnet banal qui aimait jouer, s'amuser et se faire des amis. Mais lors de sa jeunesse, il ne se préoccupait jamais de l'activité préférée de son père qui était de torturer et tuer les Santiques qui l'enlevaient à la terre ferme. Mais en réalité, Théodore ne savait pas quelle était la réelle signification du mot tuer. Il voyait en ce concept un simple moyen de faire endormir une personne en quelques secondes, mais ne connaissait pas l'idée du sang et de la souffrance. C'était lors de ses 8 ans que sa vie changea à jamais. Cela s'était déroulé quelques jours après son anniversaire. Le père avait promis à son fils Théodore qu'il tuerait sa première victime et pour la grande surprise du paternel, ceci enchantait beaucoup le jeune garçon, en particulier car Félix décrivait sans arrêt les Santiques comme des monstres assoiffés de sang qui étaient dépourvus de sentiments. À cause de son jeune âge qui justifiait sa naïveté, le fils l'avait toujours cru, même si ce dernier n'avait par ailleurs jamais vu de Santique de ses propres yeux auparavant. Un matin, le jeune humain se réveilla dans sa chambre, comme d'habitude. Tout était sombre dans cette pièce, ce qui était une évidence sachant que lui et ses parents vivaient sous terre, et il n'y avait aucune fenêtre menant aux résidences des habitants de la colonie refoulée. Il s'agissait d'un des rares endroits éclairés par la lueur du soleil par des puits au plafond qui se comptaient sur les doigts d'une main. Au passage, le domicile de la famille Roca était séparé des quartiers pauvres de la colonie refoulée. Par ailleurs, ils partageaient leur vie avec les Ixumatifs. Ouais, donc la famille comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle? Merde, putain, j'ai son nom en plus. Xatéim, mais oui, voilà, Xatéim. Attends, tant Théodore et Xatéim, c'est des amis d'enfance en fait. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ces derniers étaient des membres d'une lignée de mages déchus dont le couple avait un enfant appelé, ouais, bah c'est ça, hein, Xatéim, qui était un nourrisson à cette époque. Ouais, donc Xatéim est un peu plus jeune, ouais. Dans son lit, le garçonnet se redressa puis tâta sa table de chevet en espérant mettre la main sur une bougie ou mieux des allumettes. C'est alors qu'en une dizaine de secondes à chercher dans le noir complet, il trouva finalement quelques allumettes, mais tout d'abord, il sentit que son pyjama ne suffisait pas à le maintenir au chaud. Alors il prit un plaid et se couvra avec. Ensuite, il mit le feu à une allumette et il découvrit sa chambre. Pour un enfant de son âge, sa chambre était très bien organisée car Théodore détestait par-dessus tout le désordre. Enfin, le souverain de la colonie refoulée se leva de son lit et sortit de sa chambre. Ignorant l'heure qu'il était, il se contentait de se promener dans sa demeure. Âgé de 8 ans, Théodore avait des cheveux mi-courts de la même couleur que son père. Ouais, donc vert foncé, ouais. Ceux-ci avaient un teint verdâtre plutôt sombre et ses yeux étaient d'un noir ténébreux. Pour ce qui était de sa silhouette, c'était un enfant bien nourri et il était en bonne forme physique, ce que tous les habitants de la colonie refoulée ne pouvaient pas se permettre. Également, beaucoup d'habitants le voyaient comme un enfant roi, même s'il était rare que Théodore fasse un caprice pour un rien. Il était respectueux, surtout envers ses parents. Après quelques pas, il était dans un long couloir illuminé par des torches flamboyantes et ceci lui donna une bonne raison d'éteindre son allumette. Le couloir que Théodore traversait en chantonnant menait à toutes les chambres, là où vivaient la famille Rocta et la famille Izumatif. Ist- Istoumazif, voilà. Ces chambres étaient au nombre de 10. Cependant, la moitié d'entre elles étaient inoccupées. Après avoir traversé les couloirs des chambres, son chemin se séparait en deux. Le premier menait vers le salon de leur domicile. Mais pour ce qui était du deuxième, Théodore l'ignorait pour le moment. Théodore l'ignorait pour le moment. Félix lui disait toujours qu'il s'agissait de son lieu de travail, alors le garçonnet n'est supposé que cela était l'endroit dans lequel son père exécutait les Santiques. D'accord. Quoi qu'il en soit, il emprunta évidemment le chemin de gauche. Après être passé dans le bureau de son père, Théodore avait enfin rejoint ses parents dans le salon de son immense demeure. Cette pièce faisait la même superficie qu'une chambre.
mais elle avait du charme et une cuisine y était juste à côté. Le père de Théodore regardait dans le vide, pensant probablement à la journée qui l'attendait. Félix avait des cheveux longs en bataille et il détenait toujours un air malicieux. Également, il portait un masque avec lequel il avait un profond attachement. Celui-ci représentait la mâchoire intérieure d'un monstre démoniaque et Félix l'avait fabriqué à partir d'écailles, de dents et de griffes de Santique. Donc en gros, le Félix était juste un gros raciste qui aimait pas les Santiques. Voilà, c'est... Ok, ouais, je vois, ouais. Ses habits étaient un pantalon large et un haut sans manches noires dont le col remontait tout le long de son cou. Il n'avait pas l'air de ressentir le froid malgré ses bras non couverts. La mère de Théodore était dans l'autre coin de la pièce et elle était occupée à fumer une cigarette. Son nom était Samantha et elle avait un caractère de garçon manqué. Elle parlait généralement dans un langage familier et avait tendance à porter des vêtements masculins en dépit du fait qu'elle appréciait se maquiller. Le couple s'était rencontré durant leur plus jeune âge et comme Félix, elle était une orpheline depuis la guerre des châtiments, puis que la guerre des châtiments avait éclaté. Par la suite, leur point commun faisait que Samantha et Félix sont devenus inséparables et ont fini par avoir un béguin l'un pour l'autre, puis ils ont fondé une famille. Dans le salon, Théodore salua ses deux parents. Sa mère lui répondait par un sourire communicatif et quant à son père, il célébra sa venue en lui annonçant: «Salutations, mon cher fils, aujourd'hui c'est le grand jour.» «Ah oui, c'est vrai, je vais tuer mon premier Santique!» comprit Théodore tout excité. Sauf que voilà, ça me fait rire. Non mais ça me fait trop rire. Il sait tellement pas ce que ça veut dire tuer qu'il en est tout content limite. C'est n'importe quoi en fait. Ah ouais, ouais. J'espère qu'il va pas vouloir retourner en arrière après. J'espère pas. Puis son père ricana de joie. Il était fier de son fils, le voyant comme souverain de la colonie refoulée et un futur héros de Drisma. Théodore se souvient que son père voyait presque en lui un futur dieu plein d'apprentissage. Un futur dieu en plein apprentissage. J'en ai mis un de côté spécialement pour toi, fiston. Tu vas enfin découvrir cette sensation de te débarrasser de ces saloperies. Le jeune Théodore était habitué à entendre ses parents prononcer des jurons, et cela lui arrivait de les répéter en ignorant ce qu'ils signifiaient. Voilà, Théodore. Connard! Bite! Salope! Trou du cul! Bref, bon, on rigole bien sûr, mais j'ai tellement hâte, s'exclama l'enfant. Et si tu allais d'abord te promener à la colonie, mon fils? Il faut bien que j'organise tout ça. D'accord, papa. Puis, succinctement, le garçonnet fit un câlin à son père, chose qui le surprit. Mais juste après, ce dernier prit son enfant dans ses bras et ils avaient tous les deux un air amusé. Samantha était ravie de les voir aussi heureux, même si elle était toujours trop occupée à fumer. C'est une jeune qui de la clope, en fait, Samantha. Ouais, bon, allez, bref. Quelques minutes plus tard, Théodore se prépara et finit par quitter sa maison. En se promenant, il fit la rencontre de la famille Istoumazif en se rapprochant du centre de la colonie qui était un lieu de verdure. La mère tenait son bébé dans ses bras et elle lui chantait une berceuse. Théodore appréciait voir comment la jeune femme était si attentionnée vis-à-vis de son enfant. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas du père qui paraissait dépité. Ensuite, l'enfant continua sa route et après avoir traversé quelques rues, il croisa le cimetière de la colonie. Celui-ci gardait quelques vingtaines de tombeaux tous faits en bois. Aussitôt que Théodore passait devant ces lieux lugubres, son sourire disparut. Ah merde. Son père lui racontait que sous des décès était l'œuvre des Santiques, du moins, c'est ce qu'il croyait, car ces pertes étaient en réalité dues aux mauvaises conditions de vie de la colonie refoulée. La volonté de Félix était de diaboliser les Santiques. Alors il se dépêche de quitter ce lieu. Mal à l'aise, par la suite, il se souvint de l'endroit qu'il devait rejoindre durant l'après-midi, la salle de torture destinée aux Santiques. Théodore savait qu'il n'avait pas le droit d'y accéder, mais il a pris tout de même la décision de la visiter. Il se rappelait que pour l'atteindre, il devait rejoindre ce qui ressemblait à un échafaudage près de la frontière de la colonie refoulée. Alors il se mit en tête d'aller directement de cet endroit, et Théodore savait qu'il se situait près de son domicile. Maintenant, sur sa piste, il courra à la hâte à travers la colonie refoulée.
et il put déjà apercevoir ces escaliers menant à la salle de torture depuis les maisons voisines. Celui-ci était à cette époque fait en bois et possédait deux types d'escaliers différents. L'un était des escaliers normaux et l'autre était une pente munie de rails. Mais à cet âge-là, Théodore ignorait l'utilité de ces rails. En un rien de temps, il avait parvenu aux escaliers et les ah merde. Parvenu aux escaliers et les franchit sans quitter les rails des yeux. Ensuite, une porte se présentait devant lui. Cette dernière manquait une poignée et elle était en acier, ce qui la rendait blindée et presque impossible à ouvrir pour un enfant comme Théodore. Mais téméraire, le petit garçon tenta sa chance à maintes minutes, sans succès, quand tout à coup, une voix menaçante gronda le prénom de Théodore comme si l'enfant n'avait rien à faire ici. Bordel, je ne t'ai pas autorisé à rejoindre cet endroit! Il s'agissait de la voix de Félix. Soudain, le fils fut pris d'effroi et cela avait pour effet de le pétrifier. J'ai fait en sorte que cette porte soit renforcée pour éviter que des petits garnements comme toi n'y foutent le nez. Après plusieurs secondes, son père intervint. Il sembla légèrement sur les nerfs et montra un regard possessif à son fils. Pardon, papa. Théodore remarqua juste après que son père était chargé d'amener un chariot qui était relié à ses rails et le garçon tenta de comprendre la situation. Ce chariot transportait un sac en toile de jute qui contenait à l'apparence un corps et il semblerait que cette carcasse possède des ailes. Un sentit qu'inconscient était à l'intérieur de ce sac, alors le garçon s'en approcha tout en restant à une certaine distance de l'homme dragon. Mais Félix voulut trouver un arrangement, sachant que son fils était très curieux de découvrir la surprise qui lui est réservée. Vu que tu as l'air si impatient de tuer ton premier Santic, je vais essayer de me dépêcher de mettre au point les préparatifs de ce moment. Je sais, rejoins-moi ici dans 30 minutes et je te promets que tout sera prêt. Quand tout d'un coup, le large sac en toile de jute contenait le Santic commença à se remuer et à la fois, l'homme dragon poussait des gémissements de plainte. Mais Félix ne pouvait pas supporter cela et au bout de quelques secondes, il ne savait plus contenir sa patience et donna un violent coup de pied au corps et aussitôt le corps arrêta de se mouvoir. Cette action de la part de son père avait beaucoup surpris Théodore. Cela poussa ce dernier à se couvrir les yeux. Théo, tu as peur de quoi? Juste après, le jeune fils retira les mains de ses yeux et répondit en coup de vent, rien, rien. Par la suite, Félix abandonna son fils à l'entrée de la salle de torture qu'il rejoignit après avoir traversé la porte en amenant le Santic à l'apparence encore caché aux yeux de Théodore. C'est alors que 30 minutes s'étendaient devant lui, mais il n'avait rien de bien pertinent à faire, mis à part se préparer psychologiquement à exécuter son premier meurtre. Il voyait cela comme une tradition familiale, alors il ne comptait pas refuser à participer à cet événement, du moins pour le moment. Alors le jeune humain usa du temps qui lui restait pour retourner chez lui. Là-bas, il y retrouva la famille Istoumazif, dont la mère était toujours accompagnée de son jeune enfant Xateim. Il profita de ces instants pour rester à leur côté, en apprenant plus sur leurs origines ainsi que le passé de la colonie refoulée. Après que 40 minutes se soient écoulées, Théodore se rappela dans la panique qu'il était temps de rejoindre son paternel. Ce dernier avait promis à son fils que tout serait au point en un rien de temps. Alors, en s'en allant de chez lui à toutes jambes, il salua les Ismassifs avant de les quitter. Ensuite, il courut à grande vitesse à travers les frontières de la colonie refoulée comme si sa vie en dépendait. Le garçonnet s'était mis en tête d'atteindre de nouveau l'entrée de la salle de torture, et il avait eu raison en découvrant son père se tenir droit, les bras croisés, au sommet des escaliers menant à cet endroit. Le tueur de Santic portait toujours son demi-masque effrayant. Maintenant que Théodore avait rattrapé son père qui paraissait impatient du retour de son fils, l'heure du bain de sang était sur le point de commencer. À ce moment-là, le plus jeune de la famille commençait à avoir des doutes sur ce qui allait suivre, comme s'il était sur le point de se forcer à accomplir cet acte. Il avait gardé en tête les légers cris qui étaient sortis de la bouche du Santic. Ils ressemblaient beaucoup à des cris humains. Cette voix en particulier avait l'air de provenir d'un jeune adolescent.
Pendant que son père l'accompagnait vers un lieu funeste, en lui tenant la main, Théodore se posait d'innombrables questions. Qu'est-ce que ça fait tuer quelqu'un? Pourquoi papa se donne-t-il autant de mal pour tuer tous les Santiques? Ils sont si méchants que ça? Alors que le garçon s'était posé toutes ces questions, enfin arriva l'instant tant attendu où il mit les pieds pour la première fois dans la salle de torture de son père, endroit clé que Théodore héritera dans les années à venir. Nous y sommes, mon fils, admire. Fais attention à la marche. Par la suite, la première chose que Théodore découvrit était une lumière aveuglante par un bon nombre de torches. Après que sa vision s'était habituée à la luminosité, il put enfin examiner l'ensemble de la salle et il regarda de gauche à droite. Théodore découvrit d'abord un assortiment d'armes tranchantes classées par taille. Après, il vit une très légère cage qui s'étendait dans une grande partie de la salle, puis l'humain fut témoin d'une chose horrifique. Il s'agissait de ce Santique enfermé. Ce dernier avait l'air d'avoir environ 15 ans, mais il semblait plus jeune si nous observions davantage son corps en sous-nutrition. La peau de ce Santique posait des écailles argentées, et deux fines cornes de dragon s'étendaient en ondulant de son crâne. De plus, l'adolescent séquestré était torse nu. Un bandeau recouvrit sa bouche et il respirait à un rythme vif. Une chose était sûre, il pouvait facilement deviner quel serait son destin même s'il ne savait rien de la colonie refoulée et l'ambition de son chef. Pour lui, penser à une potentielle libération était trop beau pour être vrai. C'est alors que Théodore fut sous l'emprise de la peur, une peur nourrie par une grande culpabilité. Il comprit que tout ce que son père lui avait raconté était un tissu de mensonges. Il s'attendait à découvrir une bête enragée et inhumaine, mais cette vision s'était évaporée quand il a découvert à la place un pauvre enfant probablement arraché à ses parents et voué à la mort. Accompagné de son paternel, Théodore rejoignit l'entrée de la cage fermée. Mais elle ne resta pas éternellement quand Félix sortit une clé rouillée de sa poche et ouvrit la seule porte de la cage. T'es prêt, Théodore? À quoi? Le père ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de son fils. Cela lui avait fait pousser un long soupir. Ensuite, il s'éloigna de l'enfant et piocha parmi les nombreuses armes de la salle de torture. Il opta pour une machette noire. Enfin, il la confia à Théodore. Voyons, tu semblais si impatient que ce jour arrive, et maintenant tu vas encore connaître le sens du mot tuer. Le garçonnet commença à être angoissé au contact de la dangereuse machette que son père lui avait confiée. Dépêche-toi, va lui trancher la gorge qu'on en finisse. Le fils était toujours hésitant, alors Félix chercha un moyen de le convaincre de commettre ce meurtre. Écoute-moi, dans la vie, il y a les gentils et des méchants. Nous sommes les gentils, mais les méchants, ce sont les Santiques. Alors dépêche-toi d'égorger ce tas de merde pour moi, ou tu ne seras jamais prêt. Non, non, je ne veux pas. Soudain, Félix fut pris d'une crise de colère. Tu me demandes pardon? Comment oses-tu faire preuve d'une telle insolence? Papa, regarde, ils nous ressemblent. Si leur apparence te gêne autant, je veux que tu saches que malgré leur aspect humanoïde, ce sont bel et bien ces misérables individus qui ont froidement éradiqué une grande partie de la race humaine des décennies auparavant. Quant au pauvre Santique enchaîné, il se mit à chagriner en réalisant son funeste destin. Mais Félix en avait assez de ses pleurs et cela le força à agir. Tout d'abord, il saisit l'arme des mains de Théodore et se rua sur la pauvre victime. Ce qui devait arriver arriva. Se tenant maintenant devant le Santique, il décida de commettre ce meurtre lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Voyant que tu n'es qu'un moins que rien, je vais m'en occuper moi-même. La vengeance qu'éprouvait Félix vis-à-vis des Santiques l'avait rendu aveugle et il était devenu le monstre qu'il croyait combattre. Dire que je croyais en toi, regarde, dire que je croyais en toi, regarde ce que je veux que tu fasses. Il commença par attraper les cheveux du Santique sans tact et les tira vers lui, et en guise de coup fatal, il lui trancha la gorge lentement mais sûrement. Un cri étouffé par le bandeau s'échappa de la bouche du Santique, suivi d'un flot de sang dégoulinant de sa gorge sauvagement tranchée, mais Théodore, lui, n'était pas du tout habitué à la vision du sang et de la mort, et il décida de s'enfuir. Finalement, il avait quitté la salle de torture avant que le Santique ne lâche son dernier souffle. Théodore, je t'ai
Je ne t'ai pas appris à être une mauviette, hurla le père à plein poumon. Le fils se couvra les oreilles, trop terrifié par ce dont il vient d'assister. Après avoir emprunté une des deux sorties du lieu d'Émile et une souffrance, il se dépêcha de rejoindre sa chambre, toujours en pleurs. Arrivé là-bas, il n'hésita pas à sauter sur son lit, cherchant un endroit sûr où il pouvait oublier ce traumatisme dans un lieu privé. Pourquoi papa est si méchant? Pourquoi il m'a fait voir ça? Pour Théodore, toute cette haine ne faisait aucun sens. La guerre des châtiments avait eu lieu il y a bien longtemps, et il serait temps d'oublier cette colère entre les humains et les Santiques. Je ne serai jamais un tueur de Santiques. Je ne serai jamais un tueur de Santiques. Théodore répéta cette phrase pendant plusieurs minutes jusqu'à l'arrivée inattendue de quelqu'un qui toqua à sa porte. Cette dernière s'ouvra à toute vitesse, et Théodore aperçut une silhouette sombre prononçant « C'est papa !» Dès que la silhouette s'approcha, le garçon eut le réflexe de se serrer contre lui un oreiller qu'il tenait dans ses bras. N'aie pas peur de moi, t'es horrible. Le père soupira de honte, bien qu'il détestait encore les Santiques et qu'il voulait faire de son fils une machine à les tuer. Il comprit qu'il s'était montré bien trop cruel et impitoyable. Tu sais, ce qui s'est produit il y a quelques minutes me rappelle fortement le jour où j'ai perdu mes parents lors de la guerre des châtiments. C'était la nuit, mais nous devions rester éveillés car les Santiques pouvaient attaquer à tout moment. Et c'était ce qu'il s'était finalement produit au bout d'un moment. Mes parents et moi étions cachés sous un lit de notre ancien foyer, maintenant détruit. Malheureusement, un groupe de Santiques a fini par nous trouver et ils ont assassiné mes parents, de la même manière que j'ai égorgé cet adolescent. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les Antiques ne méritaient pas de vivre. Et je veux que tu prennes conscience de cela. Pendant que son père se confessait à son fils, ce dernier était de plus en plus attentif à ses paroles. Excusez-moi, c'est juste que ça fait longtemps que je parle. Et quoi qu'il en soit, j'ai raison de vouloir les anéantir et ils ont toujours eu une réputation de sauvages belliqueux de toute façon. Dis-moi, Théodore, tu me fais encore confiance? Plutôt que de répondre immédiatement à sa question, Théodore préférait prendre un moment de réflexion quand soudain le père et son fils crurent ouïr un cri provenant des banlieues. Puis d'autres sons similaires commençaient à s'élever. Papa, qu'est-ce qui se passe? La seule façon de le savoir, c'est de s'y rendre. Après cette proposition, Théodore lâcha un regard perplexe à son père, puis un individu familier fit son apparition. Il s'agissait de la mère de Théodore. Une bande de Santiques a pénétré la colonie refoulée par l'entrée menant au quartier. Prévint-elle de sa voix certes féminine mais grave. À l'écoute de cette alerte, l'humeur du père se modifia, mais au lieu de paraître inquiet pour sa colonie, il eut le sourire jusqu'aux oreilles. Eh bien, on dirait que mon travail n'est pas encore fini pour aujourd'hui. S'ensuivit un rire de la part des deux parents. Ils semblaient très ravis de devoir faire le ménage, comme ils le disaient souvent, puis la femme proposa à son mari, massacrons-les ensemble, mon amour. Je te rejoins assez, chérie. Et Théodore, tu devrais prendre note pour plus tard. Enfin, le couple ne perdit pas plus de temps et ils se hâtèrent de quitter la chambre d'enfant de Théodore, tout en continuant de dégager un rire malicieux. Théodore essayait tant bien que mal de les suivre. Après s'être embrassés, le père et la mère s'étaient en premier temps dirigés vers le chemin qui les guidait à la salle de torture, là où se trouvait la collection d'armes blanches de Félix. Toutefois, Théodore les avait perdus de vue après quelques couloirs et il était maintenant livré à lui-même. Ignorant dans quelle direction aller, il prit la décision de se rendre dans le feu de l'action, l'attaque des Santiques qu'il rejoignit aussi vite que possible. Arrivé là-bas, la découverte qu'il fit était inédite. Une dizaine de Santiques armés jusqu'aux dents étaient en train de survoler les résidences telles des rapaces et ils paraissaient tous à la recherche de quelque chose tout en s'en prenant aux habitants de la colonie qui étaient obligés de se défendre. Mais les Santiques volaient beaucoup trop vite pour les yeux de Théodore qui pouvait à peine les analyser précisément. Néanmoins, il remarqua qu'ils avaient tous entre 20 et 50 ans et beaucoup portaient des casques en ferraille utilisés jadis pour la guerre des châtiments. Au passage, ils possédaient tous un habillement similaire. Alors que le chaos régnait, Théodore avançait de façon insouciante au milieu de ce secteur et espérait retrouver ses parents.
quand tout à coup, en observant le ciel, il croisa le regard d'un duo de sentiers qui aussitôt ces derniers passèrent à l'attaque. L'un était un homme et l'autre une femme, et ils avaient l'air au début de l'âge adulte, et ils semblaient de la même famille, car ces deux individus possédaient des traits de dragon similaires. Même cornes, même couleur d'ailes, mais surtout même écailles argentées sur les joues, exactement comme le jeune Santique que Félix avait capturé puis tué. Il n'y avait plus de doute sur le fait que ce dernier faisait partie de cette famille de Santique envahissants. Pour en revenir aux deux membres de cette fratrie, ils volèrent en flèche à la rencontre du fils du chef de la colonie refoulée, et quand le duo était tout près de lui, les deux volatiles attrapèrent le col de sa chemise et arrachèrent le garçon de la terre ferme pour le transporter dans les airs. Soudain, l'un d'eux cria aux oreilles de Théodore. Dis-nous où se trouve Léo, on te lâche dans le vide. Léo demanda Théodore, à la fois perdu et affolé par la situation. La femme sentie proposa: «Laisse tomber, cet abruti d'humain ne nous aidera pas.» Le frère éprouva les dires de sa sœur, et en réalisant que le jeune garçon qu'il tenait en otage ne leur était plus d'aucune utilité, ils s'échangèrent un demi-regard complice, et comme le garçon avait prédit, ils lâchèrent Théodore à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. Le petit garçon n'avait pas eu le temps de les supplier de les laisser vivre, de le laisser vivre qu'il chuta à grande vitesse. Mais avant qu'il ne puisse atterrir sur le béton des rues de la colonie, la pesanteur commença à se faire ressentir chez Théodore, et au bout d'un moment, il se mit à flotter dans les airs quand il était tout proche du sol. Le petit garçon se demandait ce qui pouvait provoquer cette faible gravité, qu'il était le seul à subir quand, en ziotant les environs, il découvrit le père de Xatéine non loin de lui. Théodore réalisa que l'homme avait utilisé ses pouvoirs de télékinésie pour le faire atterrir en douceur. Monsieur Hitz, Monsieur Istoumazif, je crois bien que ton père avait raison au sujet des Santiques. J'avais moi-même un doute. Quand Théodore avait remis les pieds sur terre, le mage l'aida à se relever. Mais tout à coup, le frère et la sœur passèrent à l'attaque une nouvelle fois, en se précipitant vers les deux côtés de l'homme qui venait de sauver la vie de Théodore. Mais il ne comptait pas se laisser faire et usa de ses pouvoirs, tout d'abord en prononçant des mots étranges tels que Spilacopa Sitsof, et de façon instantanée, deux éclairs apparurent dans chacune de ses mains, et maintenant armé, il finit par déchaîner cette foudre sur les deux opposants. Heureusement, ces derniers n'avaient pas prévu le coup et ne s'attendaient guère à devoir affronter un membre de la lignée des Istres massifs. Finalement, il en avait fallu peu pour venir à bout de ces Santiques, déjà vaincus par l'attaque foudroyante du mage. Avant de le remercier, Théodore observa vivement autour de lui. Il voulait désespérément retrouver ses parents. Euh, Merde. Ses parents que le fils supposait perdus au milieu de la colonie qui était devenue un champ de bataille. Alors le père de Xatéim lui affirma qu'il pensait avoir aperçu Félix lui aussi pris en otage par un Santique plus âgé, mais au moins il était certain qu'il se trouvait dans leur domicile. Alors le garçonnet eut un moment d'hésitation, mais pour ce qui était du mage, il lui avait aussi pour devoir de rejoindre sa famille, et cela motiva Théodore à faire de même. Dans un élan de courage, il se sépara de l'homme et se précipita en dehors des habitations de la colonie, tout en faisant attention à ne pas se faire repérer. La moindre inadvertance pouvait lui être fatale. Après de multiples efforts, il arriva au pied de sa demeure. Il remarqua quelque chose d'étrange. La porte d'entrée était ouverte, mais au premier abord, personne ne se faisait visible dans la pièce principale. Bien que légèrement angoissé, Théodore tenta de rester vaillant, et après avoir après une longue inspiration, il entra dans sa résidence, même s'il attendait à ce qu'un drame se produise. À l'intérieur, une grande partie des meubles du salon étaient renversés, et des morceaux de verre et des vaisselles brisées parsemaient le sol. Une bagarre avait eu lieu et Félix y avait participé. Douteux, Théodore prononça de sa voix tremblante: «Papa?» Mais aucune réponse ne vint à lui. Il continua de marcher dans le salon réduit en ruine et mit les pieds sur quelque chose de fort intéressant: la machette noire de Félix. Théodore eut un sursaut en découvrant sur le sol, il devait y avoir une raison de sa présence ici. Mais le fils décida de s'en emparer. Comme ça, il pouvait toujours se défendre en cas d'intrusion. Papa, réponds, répéta l'enfant en avançant chez lui.
Après plusieurs minutes de recherche intense, son instinct le poussa à se rendre dans la salle de torture, l'unique endroit où il n'avait pas encore visité à cet instant. Sans perdre une seule seconde, il se rua vers une des deux entrées de cette salle de torture, toujours en tenant fermement l'arme préférée de son père dans sa main. Félix avait sûrement dû la prendre en essayant de se défendre sans succès. Mais quand Théodore arrivait là-bas, sa découverte fut choquante. Il tomba nez à nez avec un Santic en pleine querelle qui était en train d'étrangler un homme contre l'entrée de la cage, et cet homme n'était autre que Félix. Comment as-tu pu oser faire une chose pareille à mon fils, espèce d'enfoiré, menaça le Santic. Devant cette scène effroyable, le rythme cardiaque de Théodore monta à grande échelle et il recula de peur. Il réalisa que son père était à quelques instants de la mort. En se rendant compte de cela, un phénomène se prodigeait en lui. Sachant qu'il était encore armé d'une machette, c'était une pulsion meurtrière qui le poussait à assassiner ce Santic pour sauver la vie de son paternel. Aussitôt, ce sens de tuerie monta très vite en intensité et Théodore fonça tête baissée vers le Santic qui n'était pourtant pas de taille et lui poignarda la cuisse. Blessé, le Santic cria instantanément, mais Théodore, sans pitié, continua de trancher la chair de sa future victime qui finit par s'écrouler par terre, ne pouvant plus marcher à cause des plaies que lui avait provoquées Théodore. Maintenant sur le dos, le Santic ne comprenait toujours pas qui était l'auteur de ses blessures, quand soudain, le garçon muni de la machette affûtée marcha sur le corps du Santic qui avait à peine remarqué l'attaquant. Enfin, assis sur le ventre de son ennemi, Théodore commença à le poignarder au niveau de la poitrine et sa douleur paraissait extrême. Pendant qu'il exécutait cet acte, Félix était revenu à lui et la première chose qu'il voyait au réveil était son fils qui déchaînait sa haine contre l'envahisseur. Merde. Mais assister à ceci ne le déplaisait pas, au contraire. Il fut en premier temps impressionné par cette attaque surprise, puis en deuxième temps, il eut un sentiment de fierté vis-à-vis de Théodore. C'était ce qu'il attendait de lui depuis le début, même s'il s'était montré quelque peu rude avant l'attaque. Félix pouvait encore compter sur Théodore. Pendant que le père admirait son fils, il continua de le poignarder des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Enfin, après avoir fait ce massacre, le sol de la pièce était maculé de sang, de Santic. Mais pour ce qui était de Théodore, tout son corps tremblait et il était à bout psychologiquement. Mais après avoir complètement retrouvé ses esprits, Félix le félicita. Théodore, je suis extrêmement fier de toi, bravo. Le garçon réagit immédiatement à ces mots. Il lâche l'arme et se recueillit dans les bras de son père et avec lui, il se sentit mieux. Voilà pourquoi il est si important que les Santiques disparaissent, petit. Son enfant dans les bras, il lui tapota le dos devant, avant de prendre quelques instants pour se relever. Maintenant que tu es enfin prêt, suis-moi, on a d'autres chats à fouetter. Enfin, après que le père ait récupéré ses forces, lui et son fils quittèrent la salle de torture, s'apprêtant à accomplir leur devoir. Voilà, et c'est ce qui donnera naissance plus tard à Théodore. J'ai plus son nom de famille, mais voilà. Voilà. En tout cas, bon bah si vous êtes Santic friendly comme Ecoblast, j'espère que ce chapitre a pas été trop triste. Parce que franchement, je pense que là on est vraiment du point de vue des méchants en quelque sorte, des antagonistes, et c'est vraiment sombre sur certains points, Dragon Force, mais ça va, il y a quand même des moments joyeux, donc ça va, c'est pas non plus ultra dark de la mort. En tout cas, c'était un superbe chapitre, c'était super bien écrit, franchement, je suis bluffé là-dessus, c'est waouh. À voir ce que donnera le prochain chapitre. Bon, je sais pas si non, je pense pas que je vais le lire là, oui, le Santic amoureux, ouais. Et non, c'est pas sur H, ce sera sur Mélios, ah oui, donc l'homosexualité de Mélios, hein. Voilà, voilà, et qui durera Camille, mais ça, on le lira une prochaine fois, probablement demain. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smash Kun. En tout cas, c'était un énorme plaisir de reprendre les histoires de Dragon Force. Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué Dragon Force. C'est tellement bien écrit sur certains points que ouais,
Cobrast, quoi. Je veux dire, lui qui m'a soutenu sur Spirit's Conquest dès le départ. Et moi, de son côté, je vais essayer de faire en sorte à ce que le chapitre il sorte dans pas trop longtemps. Donc voilà, donc allez, sur ce, c'était SmashFun83 sur la chaîne de Smashcoon. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!